Manon Aubry est notre invitée, députée européenne LFI. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je voudrais revenir sur les images que l'on a vues hier. Les corps sans vie de Kfir et Ariel, deux enfants, ont été rapatriés en Israël, c'était hier. Rapatriés à Gaza, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont assisté au spectacle du départ des corps, parfois en chantant, en jouant de la musique. Une haine exprimée. C'était honteux, c'était, je ne sais pas moi, un insupportable spectacle pour vous. D'abord, je voudrais avoir une pensée pour cette famille qui est extrêmement meurtrie. On apprend par ailleurs ce matin que le corps de la mère ne serait pas le bon corps qui a été restitué à la famille. Donc, je profite de cette antenne. Qu'on a substitué son corps. Et donc, je profite de cette antenne pour demander à ce que le Hamas fournisse et rende le bon corps à la famille, parce que je vois là un risque d'escalade extrêmement dangereux. On voit déjà que le gouvernement de Benjamin Netanyahou promet une vengeance, et c'est tout le processus de paix qui a été enclenché maintenant il y a quelques semaines, qui est en danger et qui est plus que jamais nécessaire pour amener la paix dans une zone qui a été déjà beaucoup trop meurtrie depuis de bien trop longs mois, de bien trop longues années. Ce que j'espère, c'est que ce processus de paix pourra néanmoins aller à son terme le plus rapidement possible. Mais ces images, vous avez vu ces images? Elles sont troublantes, oui. Seulement troublantes. Elles ne sont pas plus que troublantes. Non, mais on ne peut jamais se satisfaire de la mort. Troublantes, vous pensez que c'est le mot? On ne peut jamais se satisfaire de la mort de personnes telles qu'elles soient, quelle que soit leur nationalité. Est-ce qu'on peut se satisfaire d'un spectacle semblable? Je me satisfais d'aucun spectacle, Jean-Jacques Bourdin. Je me satisfais pas d'un spectacle de mort d'otages israéliens. Je me satisfais pas d'un spectacle de plus de 60 000 Palestiniens qui ont été massacrés dans la bande de Gaza, dont une grande partie d'enfants, de bébés, dont on ne citera jamais les noms à la radio, et dont on devrait, parce que ça prendrait l'ensemble de cette matinale. En l'occurrence, on ne parle pas des morts. On devrait parler de tous les morts, Jean-Jacques Bourdin. De tous les morts. Bien. Parce qu'une vie vaut une vie. Qui a tué ces enfants? J'espère qu'on le saura. J'espère qu'on le saura. Moi, j'étais pas sur place. J'espérais qu'on le saura. Manifestement, le Hamas. Mais voilà. Et c'est pas ce que dit votre ami Rima Hassan. Hein. Elle dit que ce sont les Israéliens qui ont tué ces enfants. Oui, et Tzahal ne l'a pas démenti, mais à la rigueur, peu importe, ils ont été morts parce qu'ils ont été pris en otage par le Hamas. Et la responsabilité, elle est d'abord Ils ont été morts pourquoi? Ils ont été tués pourquoi? Ils ont été morts parce qu'ils étaient israéliens, et personne ne devrait mourir parce qu'on a l'une ou l'autre nationalité, Jean-Jacques Bourdin. Ils ont été tués parce qu'ils ont été enlevés? Ils ont été tués parce qu'ils ont été enlevés, parce qu'ils ont été pris en otage. Ils ont été tués, mais parce qu'ils ont servi de bouclier humain? Mais bien sûr qu'ils ont servi de bouclier humain, et je vous l'ai dit, chaque vie vaut une vie. Et moi, ce que je souhaite, c'est que chacune des vies qu'on a ôtées à cause de cette guerre, aujourd'hui on parle des otages, et il y a 2 nouveaux otages qui devraient être libérés en fin de semaine, et j'espère que les événements de ces dernières heures n'empêcheront pas leur libération. Mais ce que j'espère aussi, c'est qu'on pleurera de la même manière les 60 000 Palestiniens, les 60 000 Palestiniens, des femmes, des enfants, tout a été détruit dans la bande de Gaza, 80% des infrastructures qui ont été détruites dans la bande de Gaza, un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui a été lancé contre les dirigeants du Hamas et contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Voilà, il faut que le droit international parle enfin pour que la paix revienne. Ça a duré trop longtemps. Est-ce que Rima Hassan a eu tort de dire ce qu'elle a dit et d'écrire ce qu'elle a écrit concernant ses enfants? Est-ce qu'elle a eu tort? Non, elle n'a pas eu tort, Jean-Jacques Bourdin. Elle n'a pas eu tort. Elle n'a pas eu tort de dire que les enfants sont morts en novembre 2023, tués par l'armée israélienne. Mais ça a été sa première réaction. Est-ce qu'elle a eu tort ou pas, Manon Aubry? Moi, ma première réaction, c'est de vous dire que il n'aurait pas dû mourir parce qu'il n'aurait pas dû être fait otage. Point barre. Point barre. Point barre. Parce que on ne devrait pas mourir parce que on se trouve à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Point barre. Et ce conflit a beaucoup trop duré. Point barre. Donc c'est le Hamas qui les a tués. C'est le Hamas qui les a tués. Mais vous voyez bien qu'il y a un débat sur le sujet, mais peu importe. Mais vous n'arrivez pas à le dire. Vous n'arriveriez pas à le dire. Parce que Tzahal, l'armée israélienne, n'a pas démenti le fait qu'ils auraient pu être tués par une frappe israélienne. Mais le premier fait
Jean-Jacques Bourdin, c'est le fait qu'ils aient été capturés par le Hamas. Ils n'auraient pas dû être capturés par le Hamas. Et c'est à cause du Hamas qu'ils sont morts, parce qu'ils ont été faits otages par le Hamas. Le Hamas que vous soutenez toujours? Mais je n'ai jamais, à quel moment j'ai soutenu le Hamas? Ah bon, non, je ne parle pas vous personnellement. Ni moi, ni mes amis. À quel moment on a soutenu le Hamas, Jean-Jacques Bourdin? Pardon? À quel moment? À aucun moment. Certains d'entre vous? Non. À aucun moment? Non. Bon, Manon Aubry, ok, mais c'est votre avis. Manon, on ne va pas reprendre, je ne vais pas entrer dans le détail parce que j'ai d'autres questions à vous poser. On ne peut pas dire des affirmations comme ça qui sont infamantes. Nous avons toujours dénoncé les prises d'otages par le Hamas. Et moi, ce que j'en ai marre, je vais vous dire, ça fait depuis le 7 octobre, donc on est 1 an et demi plus tard, j'en ai marre de l'indignation et du droit international à géométrie variable. J'ai pleuré les morts des familles des otages israéliens. J'ai pleuré les 60 000 Palestiniens. Et vous voyez, pour moi, une vie vaut une vie. Et j'espère que ce sera le cas pour l'ensemble des personnes qui commentent ce conflit. Et j'espère que tous ceux qui donnent des leçons à longueur d'antenne vont en réalité agir pour que la paix cesse et pour que la paix arrive. Et que pour que la paix arrive, il faut tout simplement que l'Union européenne... C'est pas la paix Trump que vous défendez, j'imagine. La paix Trump, c'est transformer la bande de Gaza en grand complexe touristique, c'est déporter les Gazaouis en Jordanie ou je ne sais où d'autres, alors que le peuple gazaoui demande juste à vivre pacifiquement sur sa terre. Et pour ça, il faut que l'Union européenne agisse, qu'elle suspende son accord d'association avec Israël, qu'elle arrête d'envoyer des armes et qu'enfin elle respecte le droit international. Je rappelle qu'un mandat d'arrêt international a été lancé, ce qui veut dire que Benjamin Netanyahou doit être arrêté et doit faire face à la justice internationale pour les crimes qu'il a commis, qui sont des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, et qu'enfin le droit parle. Bien, parlons de l'Ukraine et de ce qui se passe entre la Russie et les États-Unis, entre M. Poutine et M. Trump. Manon Aubry. Emmanuel Macron s'est exprimé hier et il propose un emprunt européen de 500 milliards d'euros pour aider l'Ukraine et pour réarmer l'Europe. C'est une bonne idée, vous soutenez ? Écoutez, d'abord, ce que je regrette, c'est que l'Union européenne ait été aux abonnés absents quand même dans cette affaire. Non, mais je vous pose une question directe. Ne partez pas sur un autre chemin. Non, mais j'y arrive. Répondez-moi, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? La question, c'est la paix en Ukraine. Ouais. Si il est proposé de faire un emprunt et d'investir davantage dans notre industrie militaire, c'est pour faire la paix? Est-ce que vous pensez pas que le meilleur... Donc vous êtes contre? Moi, ce que j'observe, c'est que des facilités budgétaires sont toujours à géométrie variable. De l'argent, il y en a pour l'armée, mais il n'y en a pas pour nos hôpitaux, il n'y en a pas pour nos écoles. Je vous pose une question, mais Manon Aubry, vous êtes en train de dévier. Je vous pose une question stricte et claire et précise. Oui ou non, est-ce que vous approuvez la volonté d'Emmanuel Macron? Oui ou non? Je vous le dis, que je préférais que l'argent soit d'abord investi, là où il y en a besoin, pour nos hôpitaux, pour nos écoles. Et ce que je regrette, c'est que... Donc vous dites non. C'est que vous avez Donald Trump qui dit il faut augmenter les dépenses militaires à hauteur de 5% du PIB, qui siffle, et puis l'Union européenne qui rapplique tel un petit toutou. Vous dites non. Donc moi je pense que nos dépenses militaires doivent être ciblées, on en a besoin. On a besoin de dépenses militaires, mais je pense que avant d'investir encore plus dans l'armée, on doit aussi se poser la question de nos services publics, par exemple. Bien. Donc vous dites non. En l'état, je dis non. Ah, ben voilà, j'ai bien obtenu ce que je voulais. Mais il a fallu un peu de temps, Manon Aubry, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Bien, Emmanuel Macron, Manon Aubry, je vais passer à autre chose. Vous comprenez qu'il faut expliquer la situation, et notamment le fait que l'Union européenne n'ait pris aucune initiative pour la paix en Ukraine, qu'elle ait été complètement absente de l'ensemble des débats, et que maintenant, on doit notre salut à Donald Trump pour faire la paix en Ukraine. Tout ça n'est pas sérieux. Maintenant, l'Union européenne n'a pris aucune... Ça fait 3 ans, Emmanuel Macron à Washington, c'est une initiative. Emmanuel Macron à Washington, c'est une initiative. Vous êtes d'accord avec moi? Lundi ou mardi. Quel message doit-il porter, selon vous, face à Trump? Quel message? Sur l'Ukraine spécifiquement ou plus généralement? Oui. Sur l'Ukraine spécifiquement, il faut que Emmanuel Macron porte une initiative diplomatique qui mette l'ensemble des protagonistes autour de la table. Dit autrement, on ne fera pas la paix juste avec Donald Trump et Vladimir Poutine qui se partagent la carte de l'Ukraine. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir évidemment l'Ukraine autour de la table, évidemment l'Union européenne autour de la table, et pour le moment, les deux ont été écartés. C'est ce qu'il va lui dire. Et si Trump lui dit, c'est moi qui décide,
décide et je décide avec M. Poutine. Et c'est là où on a besoin d'une force des 27 États membres de l'Union européenne. Parce que je pense que Donald Trump ne peut pas faire sans la voix des 27 États membres. Et la difficulté aujourd'hui, et c'est pour ça que je reviens sur les 3 ans de guerre qui se sont passés, c'est que l'Union européenne a parlé d'une voix extrêmement divisée, d'une part, et d'autre part, qu'elle n'a pris aucune initiative. Si l'Union européenne avait pris une initiative diplomatique dans ces 3 dernières années, on n'aurait pas attendu que Donald Trump le fasse à ses conditions à lui, qui sont les conditions de Vladimir Poutine et qui ne peuvent être les conditions de la paix. On ne peut pas demander à Vladimir Poutine de choisir lui-même les conditions auxquelles il fait la paix. La sécurité de l'Ukraine et celle de l'Europe sont-elles indissociables, Manon Aubry? Bien sûr qu'elles sont liées. Je veux dire, on partage des centaines de kilomètres de frontières avec l'Ukraine, c'est une évidence. La Russie est un ennemi aujourd'hui? Non, vous savez, je pense qu'il ne faut pas avoir d'ennemis. Et que c'est quoi alors? C'est un adversaire? Sans doute, un adversaire en termes de valeurs, un adversaire. Je dis ça parce que quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine, Jean-Luc Mélenchon parlait de partenaire, lui. Écoutez, quand vous devez aujourd'hui dialoguer, y compris Emmanuel Macron lui-même l'avait dit, on fait rarement la paix avec ses amis. Et si vous voulez avoir Vladimir Poutine autour de la table pour négocier la paix, il faut que Vladimir Poutine arrive autour de cette table. Et donc pour ça, il faut dialoguer. Est-ce que pour autant, ça fera de nous un ami de Vladimir Poutine? Je ne pense pas, au vu du peu de valeurs qu'on partage avec eux. Est-ce que la France doit quitter l'OTAN? Je pense qu'elle doit au moins quitter son commandement armé. Et on voit bien aujourd'hui que la fuite en avant de l'OTAN, qui est aujourd'hui une alliance militaire à la solde des États-Unis et donc de Donald Trump, est un danger. Est un danger qui nous amène à donner des débouchés militaires à l'industrie militaire américaine, qui nous amène à dépenser toujours plus en termes de dépenses militaires et qui est aujourd'hui qui nous offre pas les conditions de notre indépendance. Donc, alors, augmentons notre défense européenne. Mais aujourd'hui, le problème de la défense européenne telle qu'elle nous est proposée, c'est qu'elle est précisément inscrite dans les pas de l'OTAN. Moi, ce que je demande, c'est un cadre indépendant de l'Union européenne. Ça n'existe pas à l'heure actuelle. Plus. Avec un cadre indépendant, on dépense plus. Ça ne veut pas forcément dire qu'on dépense plus. Ça veut juste dire qu'on ne dépense pas dans une industrie militaire américaine sur laquelle vous êtes nécessairement dépendant. Si vous devez acheter des armes, de l'armement tel qu'il soit aux États-Unis, forcément, ça donne un pouvoir aux États-Unis. Et moi, je ne souhaite pas qu'on donne ce pouvoir, qui plus est, à un président dont on voit bien que les volontés impérialistes n'ont pas de limite. Je reviens en France. La Cour des comptes sur les retraites, la Cour des comptes a donné des chiffres hier. 15 milliards de déficit pour le régime entre 2030 et 2035, 15 milliards de déficit prévus, et 30 milliards dans 20 ans. Alors, que faut-il faire? C'est beaucoup moins que ce que François Bayrou avait annoncé. Oui, c'est vrai, il avait annoncé 55 milliards, si mes souvenirs sont exacts. C'est exactement ça. Manon Aubry, j'ai regardé les propositions des uns et des autres. J'en reprends une. Le patron de la Confédération des PME, ici nous défendons les PME, propose de supprimer 3 jours fériés par an. Les salaires non touchés alimenteraient un compte pour des retraites futures des salariés. Une sorte de capitalisation, comme ça existe dans le domaine public, comme ça existe pour les fonctionnaires. C'est une mauvaise idée? Moi, j'ai une autre proposition à vous faire plutôt que de faire travailler plus les gens. Répondez-moi à cette question. C'est une mauvaise idée. Mauvaise idée. Et je vous fais une autre proposition qui rapportera bien plus d'argent, qui est celle de mettre à contribution les dividendes. Vous savez que les dividendes aujourd'hui ne sont pas imposés par les mêmes cotisations sociales que le travail. Quand vous vous levez tôt le matin, en l'occurrence Jean-Jacques Bourdin, je crois que vous vous levez très tôt le matin, ça fait longtemps, vous touchez un salaire à la fin du mois et vous payez des cotisations sociales sur ce salaire. Bernard Arnault, qui va toucher des milliards d'euros de dividendes, qu'il va mettre dans une holding, lui ne va pas contribuer à la solidarité nationale, comme nous le faisons tous. Il contribue à par la hauteur ailleurs de nos à la moyens. Solidarité nationale. Donc c'est pas vrai, Jean-Jacques Bourdin. La en France créant est un des paradis, emplois, vous contribuez à la richesse nationale. La France est un paradis fiscal pour les milliardaires, et par ailleurs, vous le savez, puisque vous défendez les PME, vous l'avez dit, les premiers pourvoyeurs d'emplois en France, ce sont les petites entreprises. Ce n'est pas Bernard Arnault, ce sont les petites entreprises. Lesquelles petites entreprises font face à une concurrence déloyale par rapport aux grandes entreprises multinationales. Et vous savez, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, hier a été adoptée une taxe de 2% sur le patrimoine des milliardaires. À l'Assemblée nationale, en tout cas de ceux qui possèdent plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Donc on parle d'à peine 1800 personnes, 1800 foyers fiscaux, donc c'est probablement pas les gens qui nous écoutent ce matin. Et rien que ça... Pourquoi pas si Bernard Arnault nous écoute, je le salue bien évidemment. Mais Bernard Arnault
Arnault, vous avez choisi, c'est l'étendard de la colère. Non, mais c'est assez symptomatique, Jean-Jacques Bourdin. Je vous le disais, quand vous avez Bernard Arnault, qui reçoit le gros de sa rémunération à travers des dividendes, qu'il place dans une holding sur lequel il ne paye pas d'impôts, alors que chaque Français qui se lève le matin va payer des impôts, eh bien, il y a une injustice. Et moi, je suis fière qu'hier ait été adoptée cette loi avec cette toute petite taxe de 2% qui va rapporter jusqu'à 20 milliards d'euros à l'heure où on a l'État français qui cherche beaucoup d'argent et qui veut mettre à contribution les Français, qui veut faire saigner les Français en augmentant leur facture d'électricité, en faisant payer plus cher les médicaments. Ben moi, je préfère qu'on mette à contribution. Très bien, mais moi je reviens sur mon idée de forme de capitalisation. Ça existe dans le privé, ça marche très bien et c'est géré par les syndicats. Non, c'est la gestion de l'inégalité. C'est la gestion. C'est pas géré par les syndicats. Il y a un principe. Si, c'est géré par 8 syndicats. Il y a un principe de solidarité. C'est pas de la capitalisation qui existe aujourd'hui en France, Jean-Jacques Bourdin. Non, mais il y a un principe de solidarité de notre système par répartition. Il y a un système de répartition. Alors, il faut supprimer ce régime ? Est-ce qu'on est dans un système de répartition sur les retraites en France aujourd'hui, oui ou non, Jean-Jacques Bourdin ? Mais aujourd'hui, oui. Bien sûr. Mais pardon, pas dans la fonction publique. Je suis pour le maintenir. Alors, est-ce qu'il faut supprimer un principe de solidarité ? Alors, est-ce qu'il faut supprimer cette capitalisation dans la fonction publique ? Oui ou non ? Je suis pour maintenir le principe de solidarité. Et ce principe de solidarité, il permet aujourd'hui que chacun contribue à la hauteur de ses moyens et puisse toucher une retraite digne de ce nom. Et c'est insupportable que aujourd'hui, c'est pas BlackRock qui possède nos retraites. Est-ce que c'est BlackRock qui possède nos retraites aujourd'hui ? Est-ce que c'est BlackRock ? Alors, je vous pose une question. Je vous pose une question, Manon Aubry. Est-ce que c'est BlackRock qui possède les avoirs des fonctionnaires aujourd'hui dans la capitalisation ? Parce que je vous le dis qu'on a essentiellement un système de répartition. Mais je vous pose la question. Mais on n'est pas d'accord sur la manière dont fonctionne notre système aujourd'hui. C'est pour ça, c'est ça la base de notre désaccord, Jean-Jacques Bourdin. Écoutez-moi bien. Dans la fonction publique, il y a 2 systèmes. Oui. Il y a la répartition que vous défendez et il y a un peu de capitalisation. Vous venez de le préciser, un peu de capitalisation et moi je défends le système par répartition. Qui possède ce fonds de pension ? Je vous défends. Qui le possède, Manon Aubry ? Mais vous êtes d'accord avec moi, vous venez de reconnaître que l'essentiel du système de retraite dépend du système de répartition. Mais c'est extraordinaire. Quand on vous met face à la réalité des choses, vous ne répondez pas. La réalité, Jean-Jacques Bourdin, c'est qu'il y a un système de répartition et c'est ce système de répartition qui permet l'équilibre des retraites, qui permet que chacune et chacun, quand il travaille, puisse partir mais ça, à un âge... on est d'accord, vous me répétez toujours la même chose. Moi, je vous pose une question claire. L'essentiel, non, je suis pas d'accord, Jean-Jacques Bourdin. L'essentiel du débat, c'est est-ce qu'on veut partir à la retraite à 64 ans, oui ou non ? Eh ben pour moi, c'est non. Pour l'essentiel des Français, c'est non. Je pour vous les pose syndicats, une question, vous ne savez pas me répondre parce que vous ne connaissez pas la réponse. Mais je viens de vous répondre. C'est un système par répartition qui possède en France. Qui possède le fonds de pension qui aide les fonctionnaires à toucher une bonne retraite ? Qui ? Vous allez parler d'un toute petite part infime de notre système de retraite. À l'heure où aujourd'hui, on a un système qui fonctionne par répartition, auquel la droite veut s'attaquer et l'extrême droite veut s'attaquer. Donc, moi, je refuse un système par capitalisation. Je vous le redis, et je dis que l'urgence, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. La Cour des comptes a foutu un camouflet à François Bayrou, qui avait annoncé un déficit extraordinaire. C'est loin d'être le cas, c'est largement finançable. Je viens de vous en faire la démonstration, notamment en mettant à contribution les dividendes. Et moi, ce que je souhaite, c'est que les gens qui se sont cassés leur vie au travail, qui se sont levés très tôt pour aller travailler, pour ceux qui nous écoutent, eh bien, puissent partir dans de bonnes conditions avant 64 ans et qui puissent profiter de quelques jours encore en bonne santé. Voilà ce que je souhaite. Et c'est très simple. Et ça nécessite pas un grand chamboulement. Bien, Manon Aubry, je vais passer à autre chose. Boualem Sansal, vous êtes abstenu, c'est vrai, alors que d'autres ont voté contre la libération. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé au niveau du Parlement européen, mais j'ai entendu quand même... Tout le monde demande sa libération, Jean-Jacques Bourdin. Et je l'ai fait à plusieurs reprises. Je sais, mais je ne dis pas le contraire. Mais est-ce que pour vous, c'est un auteur d'extrême droite ? J'ai entendu cela. C'est un auteur qui défend des positions avec lesquelles je suis pas toujours d'accord. Est-ce que ça fait de lui un auteur d'extrême droite ? J'en sais rien. Mais c'est pas la question, Jean-Jacques Bourdin. C'est un auteur, c'est un écrivain. La question, c'est qu'il faut qu'il soit libéré. Exactement, et sans condition. Et on ne devrait jamais être emprisonné pour des écrits et pour des paroles qu'on tient.
La fermeture de C8 et Énergie 12, est-ce que vous vous réjouissez ? L'enjeu, c'est est-ce que le droit a été enfin garanti. Vous savez, quand vous avez une chaîne, un créneau sur la TNT, il y a des contreparties. Dans ces contreparties, vous avez le respect de la pluralité, le respect des droits fondamentaux. Et quand C8 a été rappelé à l'ordre à plus de 35 reprises par l'Arcom pour canular homophobe, pour baiser forcé, pour insulte, Cyril Hanouna a été condamné hier par la justice française pour des insultes envers mon collègue Louis Boyard. Il a été condamné à plus de 4 000 € d'amende. J'ai moi-même fait les frais aussi d'insultes de la part de Cyril Hanouna, d'appels au cyberharcèlement. Oui, il y a aujourd'hui un droit qui doit être respecté et l'Arcom a fait prévaloir ce droit. Elle a fait son travail. Elle a fait son travail. Elle a eu raison de faire son travail. Par exemple, Jean-Jacques Bourdin, je ne pense pas que Sud Radio ait fait l'objet d'autant de réprimandes et de rappels à l'ordre que C8. Non. Et donc, à partir du moment où C8 ne respecte pas les règles du jeu, qui sont des règles de pluralité et de respect des droits fondamentaux. Enfin, je veux dire, quand vous faites des trucs homophobes, ça tombe sous le coup de la loi. D'expression, fermer une chaîne. Mais il n'est pas question de liberté d'expression. Quand il s'agit de faire des choses illégales, c'est plus de la liberté d'expression. Si vous tenez des propos racistes, si vous violez la loi, c'est plus de la liberté d'expression, Jean-Jacques Bourdin. Et donc, à partir du moment où il y a des règles qui sont faites et qu'elles sont violées en connaissance de cause, oui, des propos racistes ont pu être tenus sur l'antenne de C8, mais surtout, si je fais la liste de l'ensemble des rappels à l'ordre de l'Arcom, ils sont assez longs, assez importants, et c'est normal qu'à la fin, l'Arcom siffle à la fin de la récré et dit: on vous a rappelé à l'ordre un certain nombre de fois, pas une fois, pas deux fois, 35 fois, avec des condamnations. Eh bien, si vous voulez ne pas respecter les règles, dans ce cas, alors vous êtes sanctionné et on vous retire l'accès à la TNT. Par ailleurs, C8 peut émettre sur les réseaux sociaux s'ils le veulent, mais on vous retire l'accès à la TNT et je trouve ça absolument normal. Merci Manon Aubry d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio, où, je le dis toujours, la liberté d'expression, c'est la liberté de toutes les expressions. C'est jamais la liberté d'une seule expression. Il est 8h57. Merci d'être avec nous.